à tous et à toutes, bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine. Où que vous soyez, toute l'équipe de iMatin vous souhaite la bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine. Je suis avec Larissia Kakutu, le duo féminin qui s'installe pour vous accompagner, pour agrémenter votre matinée. Larissia, bonjour. Bonjour Irène, ça va? Tu vas bien? Oui, par la grâce de Dieu, on est debout, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Quand il y a le souffle de vie, on dit merci à Dieu. On arrive à faire le mouvement sans l'aide de quelqu'un. Bon, c'est déjà le plus important au fait. Bonjour à nos amis téléspectateurs, bonjour à nos amis internautes, nos auditeurs également de IFM. Très ravis de vous retrouver après quelques jours d'absence. Hein? Ouais. Et le duo féminin s'installe ce matin pour vous accompagner et surtout il faut le signaler que c'est le dernier lundi du mois de juin. Tout à fait, dernier lundi du mois de juin. Le mois de juin tire à sa fin. Ouais. On espère que toutes les activités, tout le programme que vous avez établi durant ce mois, vous avez pu l'exécuter. Hein? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi grave, n'est-ce pas, Larissia? Ouais, ce n'est pas grave. On peut toujours reconduire dans le mois de juillet. Ouais. Voilà. Et vous savez comment ça se passe dans votre émission iMatin. Interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Chat ou laisser vos messages sur le 63 08 41 77. On espère que vous êtes en forme ce matin parce que le vendredi avec Roms sur ce plateau, nous vous avons donné des petites astuces. Ouais. Des petites astuces pour vous permettre d'être en bonne santé. Ouais. On a dit ici sur le plateau que pendant les week-ends, il faut faire un peu de sport. Un peu de sport. Et que le sport, c'est la santé. Ouais. Et que ça fait du bien. Ouais. Voilà. Donc, on espère que nos téléspectateurs ont mis ça en pratique. Et que ce matin, tout le monde est en forme pour vaquer à ses occupations. Surtout pour affronter la semaine qui commence, cette semaine qui annonce la fin d'un mois et puis qui entre également dans un nouveau mois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dont il faut plein d'énergie pour affronter cette semaine. Et nous sommes là pour vous accompagner, pour que vous ayez cette énergie-là pour affronter cette semaine, Irène. Tout à fait, avec un menu très bien préparé pour un bon début de semaine. Ouais. Tout au long de l'émission, nous allons recevoir des enfants. Ouais, nous allons recevoir des enfants. Comme il est coutume dans cette émission, un espace est réservé à nos enfants qui vont venir ici sur le plateau s'exprimer. Ouais. On va parler également ressources humaines avec M. Clément Sianka. Ouais. On ajoute encore une autre rubrique, n'est-ce pas? Oui, que les téléspectateurs vont découvrir aujourd'hui. Nous l'avons annoncé, Irène, depuis le début de l'année que iMatin de 2025, ça va être dessus. On va aller de surprise en surprise. Alors, ne zappez pas pour découvrir cette nouvelle chronique dans votre émission iMatin. D'accord, Larissia, et on démarre comme d'habitude avec un clip pour permettre à tout le monde de s'installer confortablement pendant que vous prenez votre thé rouge, thé vert, de la bouillie, de la soupe. Nous vous proposons un clip pour vous permettre de bien la manger. Boule morte aussi. Oui, la boule morte. J'aime ça, hein. Moi particulièrement, j'aime la boule morte. Hein. Quand c'est bien réchauffé, la boule est bien réchauffée, la sauce est bien réchauffée, mais waouh, c'est bon. Quand tu manges là, tu n'as pas faim toute la journée. Donc, bon appétit à tous et à toutes. On prend le clip et puis on revient sur le plateau. Ceci n'est pas un chant, c'est une guerre. Alors joins-toi à moi, bien-aimé, afin que nous puissions remporter la victoire par la louange et l'adoration. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je et tout le monde adorait le Dieu le Tout-Puissant qui est dit d'élévation. Tout le monde adorait le Dieu le Tout-Puissant qui est dit d'élévation. Et l'heure est arrivée, elle est déjà là pour les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit qui toucheront le cœur du Père. Lève-le et chante. Seigneur, je t'adore. Je te lève, je t'acclame. Seigneur, je t'adore. Je te lève,
dans ta splendeur, Seigneur. Hey! Arrêtons d'adorer dans la superficialité. Allons dans les profondeurs de l'adoration, afin que le Seigneur se révèle dans toute sa dimension pour la guérison de nos nations. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans les profondeurs de ton adoration, tu m'amènes. Dès à présent, sois glorifié, Seigneur, éternellement. Allez. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié dans mes études, dans mon travail, dans mes finances. Sois glorifié dans mon mariage, mon foyer et ma famille. Sois glorifié dans mes projets, dans mon avenir, dans mon histoire. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, mon roi. Sois glorifié, Seigneur. Lève-le et dans son pays. Il est alpha oméga et très digne de louange. Lève-le et c'est ton bruit. Il est alpha oméga et très digne d'adoration. Cette mélodie n'est pas une simple symphonie. C'est une autre dimension. Nous sommes dans la dimension de la prière. Alors bien aimés, prions le Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, Seigneur. Sagesse de ton Saint-Esprit de Dieu, de l'espoir de vie dans moi, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Je veux ton onction pour l'adoration. Ton onction. Remplis-moi, Seigneur. Dis-moi. Alors, quand on se réveille le matin, on est sur ses deux pieds, on a le souffle de vie, il y a de quoi louer Dieu. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse de tous les côtés, que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Sans son esprit, sans son amour, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire, mais très négativement, et qui on risquerait de regretter plus tard, ou bien sûr le champ même. Alors que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Remplisse toute notre semaine.
Nous avons des réactions de notre fidèle internaute, Flore Memadi, qui revendique le volume. Elle dit un peu de volume, s'il vous plaît. J'espère que les techniciens ont pris bonne note. Ala Jeff qui dit ma famille avec beaucoup de cœur que nous allons nous partager dans. Moi, je ne veux pas de son cœur. Tu veux pas de son cœur? Non, même comme ça, je ne veux pas. Ala Jeff. Comme ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait. Bonjour et bon séjour à toi au Nigeria. Nous avons également Tosu Jacques-Élisée qui dit une boule d'énergie à toute l'équipe. Merci pour vos messages qui nous font chaud au cœur. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages chaque jour dans cette émission pour nous encourager. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'émission. Ça fait du bien à toute l'équipe de l'émission. Alors Larissa, avant qu'on ne prenne Info Matin, parce qu'il nous reste une petite minute, je voudrais tirer chapeau aujourd'hui aux policiers. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, qui sont postés tout le long du rond-point double voie, sur le pont, jours. À la sortie de l'autre côté, de ce côté, pour réglementer un peu la circulation. Et là, ils ramènent les gens à l'ordre. Tu sais que d'habitude, là, les gens essaient de créer 2-3 rangs. Absolument. Et puis, c'est ça qui crée l'embouteillage sur le pont. À chaque fois. Et aujourd'hui, tu vois, moi, il y a 2 jeunes policiers vers Walia, je ne sais pas. Si j'ai l'occasion, un jour, je vais m'arrêter pour leur féliciter parce que depuis quelques jours, ils font un travail impeccable, il faut le dire. Moi, j'ai vu ça, où il y a quelqu'un qui a créé sa ligne pour passer. Ils l'ont bloqué. Non seulement ils l'ont empêché d'entrer, mais ils lui ont demandé de repartir en arrière. Il faut là où il y a la queue, là où il y a la queue pour entrer et puis revenir. Et moi, j'ai apprécié. Ils ont fait ça par 2 fois en ma présence et j'ai vraiment apprécié. Si c'est comme ça. C'est super. Et puis, tu remarques qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes d'embouteillage sur le pont à double voie. Non, malgré que les feux tricolores sont en panne il y a quelques semaines déjà, ça va. Donc, nous voulons vraiment tirer chapeau à ces policiers-là ce matin sur ce plateau. On aura peut-être l'occasion de descendre sur le terrain avec notre caméra pour filmer un peu. Voilà, vous faites du bon travail. Merci beaucoup de réglementer la circulation pour nous permettre de bien circuler parce que chaque jour, là, on voit les accidents un peu partout. On va prendre Info Matin. Et nous allons revenir. Dès leur arrivée sur le sol d'Amdoujoul, les 2 membres du gouvernement ont tenu une série de rencontres avec les services de sécurité déployés dans la localité en présence des autorités administratives. Au cours des échanges, la question préoccupante de la prolifération des armes à feu, une problématique qui alimente l'insécurité chronique et perturbe gravement la paix sociale dans cette partie enclavée du territoire. Les ministres ont été fermes. Le désarmement doit être la priorité absolue et tous les acteurs doivent agir de concert pour neutraliser les réseaux de circulation illicite d'armes. Pourquoi ces armes circulent-elles librement entre les mains non autorisées, a lancé le ministre de la Défense, le général Jamous. À cette interrogation, son homologue de la sécurité publique, Ali Ahmad Habaj, a exhorté les services de renseignement à intensifier les investigations et à travailler en étroite collaboration avec les chefs de canton et les forces de défense pour démanteler les bandes armées qui sèment la terreur. Le délégué général du gouvernement, Ismat Isaka, et le chef d'état-major adjoint ont pour leur part renforcé le message gouvernemental en appelant les forces de défense et de sécurité à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans l'exercice de leur mission. Face à ces interpellations, les responsables militaires locaux ont salué la visite de cette délégation. Cependant, plusieurs contraintes majeures ont entravé l'efficacité de leur intervention à cause d'un effectif insuffisant et un manque criant des moyens roulants pour les patrouilles en brousse dans une zone particulièrement difficile d'accès. Conscients des défis posés par l'enclavement du Salamat, les 2 ministres ont pris bon note des doléances et promis d'apporter dans les plus brefs délais des solutions concrètes pour renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain. La deuxième phase de la visite a été consacrée à un échange direct avec les chefs traditionnels de la zone. Ces derniers ont été appelés à jouer pleinement le rôle de relais et de vigiles communautaires. Les ministres ont insisté. La sécurité est l'affaire de tous. Fournir des informations fiables et en temps réel aux services
services compétents est aujourd'hui un devoir patriotique. Les échanges francs et constructifs ont permis d'asseoir une dynamique de collaboration renforcée. Les chefs traditionnels ont à leur tour plaidé pour une plus grande implication des autorités administratives et sécuritaires dans l'accompagnement des initiatives locales de prévention de conflits et de lutte contre l'insécurité armée. La paix durable dans le Salamat passe par une synergie active entre autorités déconcentrées, forces de défense et de sécurité et populations locales. Il est temps de faire front commun contre la prolifération des armes et d'ériger la collaboration civilo-militaire en socle de stabilité. Les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2025 affronteront la deuxième série des épreuves écrites le 1er juillet prochain. Selon les responsables de l'Office national des examens et concours du supérieur, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour que les choses se passent dans la règle de l'art, comme la première série des épreuves. Les présidents de centres ont déjà regagné leurs zones respectives. Il faut relever pour le déplorer le comportement peu orthodoxe de certains présidents de centres d'examen. Ces derniers, au lieu de recruter les enseignants des établissements où sont logés les centres, ils préfèrent partir avec leurs parents de la maison pour assurer la surveillance, la coordination et enfin la supervision, d'où l'on enregistre un peu partout la colère des enseignants. Cette année, dans les 2 centres d'examen du lycée de Koundoul par exemple, les présidents ont écarté les enseignants pour faire appel à leurs parents pour venir surveiller, coordonner et superviser. Cela avait failli dégénérer en bataille rangée. Les enseignants étaient très en colère. Ils ont voulu empêcher le déroulement, mais grâce à la sagesse des uns et des autres qu'on a évité le pire. Les enseignants entendent à travers leurs cellules syndicales saisir l'office des examens et concours du supérieur pour que de telles pratiques qui n'honorent pas les enseignants ne se reproduisent. Il faut rappeler pour rafraîchir la mémoire que l'année dernière, une bagarre allait éclater entre les surveillants recrutés au quartier par le président du centre et les anciens du lycée de Walia qui se sont vus frustrés puisqu'ils ont enseigné pendant 9 mois et ils sont écartés à l'heure de l'évaluation de leurs apprenants. Il a fallu entamer des négociations qui ont débouché sur un compromis pour permettre à ce que ces enseignants frondeurs, sinon boudeurs, surveillent le bachot au sein de cet établissement. Il en est de même pour les lycées de la province du Logone occidental. Là-bas, plusieurs enseignants n'ont pas été retenus ni à la correction ni à la surveillance. Certains très remontés ont promis qu'ils ne tiendront pas les classes de terminale l'année prochaine. Ils ont pointé un doigt accusateur sur les magouilles des présidents de centre avec la complicité des censeurs et autres qui privilégient le clientélisme, le népotisme et le favoritisme. Ils n'ont pas manqué de dénoncer cette injustice dont ils sont victimes. Ils ont une fois de plus interpellé les responsables de l'ONEX à corriger ces écrits. Espérons que ces cris d'alarme de ces enseignants n'aient pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'insécurité a encore de beaux jours devant elle. En dépit des mesures et des patrouilles sans relâche de la police de proximité, chaque jour que Dieu fait, les assassinats sont le lot quotidien des Tchadiens. Cette montée en puissance de l'insécurité inquiète plus d'un Tchadien. Ce 29 juin 2025, l'on a appris à travers les réseaux sociaux qu'un corps sans vie a été retrouvé au marché central de la capitale. Cet individu certainement assassiné n'avait aucune pièce sur lui. Il est très difficile de l'identifier selon les internautes. Les larmes n'ont pas encore séché suite aux nombreux assassinats que le pays a enregistrés et le décompte macabre se poursuit. La population qui ne sait plus à quel sein se vouer se tourne vers les plus hautes autorités du pays pour que sa sécurité soit assurée. Les forces de défense et de sécurité sont une fois de plus interpellées par les citoyens. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus vaquer à leurs occupations à cause de l'insécurité qui va crescendo et qui crée une panique généralisée, une psychose sans pareil au sein de la population. Il faut peut-être envisager une nouvelle approche afin de mettre hors d'état de nuire ces assassins qui ôtent la vie aux paisibles citoyens en arrachant leurs biens avant de les tuer injustement et disparaître dans la nature. Alors que ces bandits de grands chemins qui écument nos contrées sont interpellés tous les jours et présentés à la presse nationale et le lendemain, ils se volatilisent dans la nature. Il n'y a pas longtemps, un haut responsable de la gendarmerie nationale avait dénoncé publiquement que les juges ne leur facilitent pas la tâche. Ces malfrats, une fois arrêtés, présentés à la presse nationale et remis à la justice, ils vont se volatiliser dans la nature. Il a dénoncé la légèreté avec laquelle ces assassins sont traités lorsqu'ils sont embastillés. Il n'a pas mâché ces mots. Selon lui, beaucoup sont des multirécidivistes. Donc il a parlé en connaissance de cause. Il faut que les pouvoirs publics prennent des mesures rigoureuses afin d'assurer la sécurité des populations qui se sentent de plus en plus abandonnées dans cette jungle qui ne dit pas son nom. Cette interpellation, nous sommes convaincus, ne passera pas inaperçue.
De plus en plus, les jeunes s'impliquent dans des associations de la société civile, des initiatives citoyennes et des plateformes de discussion pour débattre des questions des enjeux politiques, économiques et sociaux. Ils cherchent à mieux comprendre le mécanisme de la gouvernance et à identifier les leviers d'action pour un changement positif. L'on constate que ces jeunes, à travers les associations, discutent et projettent des plannings d'assainissement de leur quartier. Ils se mobilisent à travers des actions citoyennes telles que le curage des caniveaux, à arranger les routes pendant la saison des pluies. D'autres, par contre, s'engagent en politique pendant que certains cherchent à influencer le monde de la politique par des plaidoyers. Les jeunes Tchadiennes et Tchadiens sont désormais conscients des défis auxquels leur pays fait face, notamment le changement climatique, le chômage, la sécurité et la stabilité. La conscience de cette jeunesse a véritablement changé. S'interroger sur la capacité des structures devant déboucher sur des perspectives d'avenir est mise en branle. La jeunesse tchadienne est devenue de plus en plus très exigeante quant à la transparence dans la gestion des ressources publiques et la redevabilité des acteurs politiques. Elle réclame également une meilleure répartition des richesses, l'amélioration efficiente des services publics. Au-delà de la simple critique, de nombreux jeunes aspirent à une participation plus active au processus décisionnel. Cependant, cet éveil est également confronté à de nombreuses difficultés. Entre le manque d'opportunités, la répression des voix dissidentes qui peuvent éventuellement freiner cet élan. Malgré ces obstacles, la prise de conscience des jeunes Tchadiens par rapport à la gestion des affaires publiques constitue dorénavant une dynamique prometteuse en faveur de l'avenir du pays. Elle témoigne d'une aspiration profonde à une gouvernance plus juste, plus transparente et plus inclusive. Se faire couper les cheveux ou se tresser est une pratique quotidienne de chaque citoyenne et citoyen dans les différentes localités de la ville. Les outils de base utilisés dans la coupe de cheveux sont à savoir peigne, ciseaux, tondeuse, des fers à lisser et à boucler, les pinceaux, les épingles, etc. Ils sont utilisés pour des tâches telles que l'application des teintures, la coupe de cheveux à la longueur souhaitée. Peut-on dire que l'utilisation de ces outils par les coiffeurs et coiffeuses sont-ils stérilisés pour un bon usage? C'est la question qui taraude l'esprit de certains clients et clientes auprès des détenteurs de ces salons de coiffure. Voici quelques impressions des clients. L'utilisation des produits dans les salons de coiffure. Ils utilisent des alcools pour le nettoyage. Certaines n'utilisent pas des produits, donc des fois ça donne l'infection. Je suis vraiment satisfait des outils que ce coiffeur utilise pour nous coiffer. C'est des outils qu'il met d'abord, il y a des alcools qu'il applique d'abord sur les dents des sandwichs avant de nous coiffer. Quand les outils ne sont pas vraiment nettoyer, ça joue vraiment. Pour les détenteurs de ces salons de coiffure, ces outils utilisés pour la coiffure sont protégés avant l'application de ces matériels sur une autre personne. Oui, avant de coiffer quelqu'un, il faut d'abord désinfecter les machines, on dirait machines tendeuses ou porte-lames. Il faut d'abord désinfecter avec l'alcool. Soit il faut brûler, mettre le brique, passer du feu là pour désinfecter avant de coiffer un client. Avant d'utiliser nos matériels, nous essayons de les nettoyer avec un peu de l'alcool pour empêcher, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont des différentes sortes de bactéries sur la tête. Donc avant de les utiliser sur les clients, nous essayons de le pulvériser avec de l'alcool, juste fait avec un peu de coton. Les conditions que ces coiffeurs utilisent ces matériels ne peuvent être stérilisées à 100%, car les risques sanitaires que ces clients et ces détenteurs des salons encourent sont énormes. Pour éviter toute contamination dermatologique, il serait important de prendre les dispositifs et bien stériliser ces outils dans les salons de coiffure.
Les teignes sont fréquentes en Afrique, notamment dans les zones tropicales, et peuvent entraîner des problèmes psychologiques et sociaux chez les enfants de 6 à 11 ans. La teigne du corps, causée par des champignons appelés dermatophytes, qui se manifestent souvent par des plaques rouges, scameuses et des démangeaisons qui peuvent ressembler à des anneaux. Elle est une maladie contagieuse qui se transmet d'homme à homme par contact direct avec les cheveux, les poils et peut se propager par les conditions de vie en milieu urbain avec une forte densité de population. La mauvaise condition d'hygiène personnelle augmente le risque de cette maladie. Peut également surgir sur le corps humain et peuvent être transmises par contact direct avec les personnes non infectées. La teigne du corps peut avoir d'autres conséquences désagréables qui peuvent conduire à la perte du cheveu, laisser des cicatrices et déformer les ongles. La teigne est un problème de santé publique en Afrique, plus particulièrement chez les enfants. Si vous pensez avoir la teigne, il est important de consulter un médecin ou un dermatologue pour un diagnostic précis et un traitement approprié dès les premiers symptômes. Une bonne hygiène personnelle et un traitement rapide sont essentiels pour prévenir et gérer cette infection fongique. Il faut noter que la désinfection des objets comme les peignes, brosses et les vêtements sont cruciales. Qui sont les Sao du Tchad? Ils étaient un peuple de pêcheurs et agriculteurs, bien robustes et grands selon les récits des archéologues. Ils sont une civilisation ancienne, disparue, mais dont les légendes persistent. Ce sont des peuples mythiques. À partir du milieu du XIe siècle, ils exercent leur hégémonie sur toute la région. Les relations avec le Kanem voisin semblent bonnes jusqu'au XIVe siècle, où 4 souverains de ce pays périssent dans des guerres menées contre eux. Mais au XVe siècle, le Kanem triomphe. Son mère, roi Idriss Alaouma, vient à bout des Sao Ngafata en détruisant arbres et récoltes. Ils ont été battus, emmenés en esclavage, leurs villes sont détruites. Les Sao Totala se réfugient dans les îles méridionales du lac. Les Sao Dougouti sont déportés au Kanem. Au sud, les fuyards fondent Doulo au nord-ouest de Maroua. Quelques-uns parviennent même au-delà de la Benoué. Progressivement, ces suivants sont absorbés par les Kotoko, avec lesquels ils fusionnent. À partir du XVIe siècle, on peut considérer que les Sao ont disparu en tant que peuple, mais aujourd'hui encore, Kotoko, Boudouma et Bilala revendiquent une filiation avec cette population. Plusieurs centaines de sites ont été repérés par les archéologues. Les Sao y enterraient leurs morts dans des gigantesques urnes en terre cuite. Ils semblent avoir également fabriqué une monnaie en terre cuite. On a retrouvé des pipes, des poids de filets, des engins de chasse, des bracelets toujours en terre cuite. Mais ce qui frappe le plus dans l'art Sao, ce sont les représentations humaines et animales. Porc-épic, hippopotame, lézards sont légion sur les sites de fouilles. Les figurines humaines, souvent limitées à la tête, ont un style qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Afrique noire, d'une extrême simplicité. Ces poteries ont certainement eu des fonctions religieuses. L'art du métal a été pratiqué, mais les vestiges en sont rares. Bijoux de bronze ou de cuivre trouvés dans les urnes funéraires, anneaux dorés et des chevilles, bracelets, colliers, bagues, grands d'enfilage, labrés, boutons sont éclipsés par d'admirables pendentifs, souvent zoomorphes, têtes de gazelle, canards, crocodiles. Il faut rappeler que les Sao du Tchad sont des vrais combattants. Les Sao, ce sont surtout des géants à qui on prête une force surhumaine. C'est pourquoi le nom des Sao est attribué aux différentes disciplines sportives au Tchad. Question de les galvaniser à tenir haut l'étendard de la puissance et de la détermination de tout un pays. في تشاد لا تبنى المهن دائما على الجدارة، بل من خلال التفاعل الدقيق بين العلاقات والروابط المجتمعية أو الشبكات العائلية. فماذا نشهد إذن؟ هل هي محاباة اعتيادية أم سحب خفي للهوية؟ ومع ذلك فإن هذا المنطق تحديدا هو الذي يدمر مجتمعنا ويضعف مؤسساتنا ويدمر ثقة الشباب
بالمستقبل في الحكومة والشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية، وحتى بعض المحن التقنية، المستشفيات، وحتى الحرف الصغيرة يتكرر المنطق نفسه، كل يساعد أهله. أصبحت هذه الممارسة مقبولة تقريبا لدرجة أن كل من لا يزال يعتقد أن الجدالة قادرة على فتح الأبواب يبدو ساذجا، ومع ذلك فإن هذا المنطق تحديدا هو ما يقوض حوكمتنا الرشيدة. فليس من النادر أن نسمع يوميا أن هذا الشخص موجود لأنه ابن ذلك الشخص أو لأنه أوصي به من ذلك الشخص. يبرر البعض هذه الراحة بالحاجة إلى حماية أحبائهم في بيئة مضطربة، ويرى آخرون أنها شكل من أشكال التضامن الأسري أو المجتمعي. ولكن إذا دققنا النظر ألا يشكل هذا الانطواء أيضا حافزا خطيرا للحياة المجتمعية، لأنه بتفضيل المرء أفراد جماعاته العرقية أو منطقته أو دينه ينتهي به الأمر إلى إقصاء الآخرين، وما هو مجرد رد فعل للبقاء على قيد الحياة يصبح نظاما قائما على الظلم. هذه المحاباة الهيكلية ليست بلا عواقب، إنها تقوض أسس الجدالة ذاتها وتشجع على الرتابة وتوسع الانقسامات الاجتماعية، وفوق كل ذلك يولد الاستياء والمرارة واليأس. ماذا عسانا أن نقول لهذا الخريج الشاب اللامع الذي يرى كل هذه المناصب التي يتخذها أصحاب الثروات؟ ماذا عسانا أن ننظر إلى هذه المجتمعات بأكملها المهمشة لمجرد افتقارها إلى العلاقات المناسبة؟ لا يمكن لتشاد بناء مستقبل مستدام على أساس الإقصاء المتخفي تحت ستار التضامن. يجب أن لا تكون الجدارة تلفا حكرا على فئة قليلة، يجب أن تعود إلى القاعدة. لقد حان الوقت للدولة أن تكون قدوة، وللمؤسسات أن توظف بشفافية، وللمواطنين أنفسهم أن يرفضوا نظام الاستقطاب الصامت هذا. إن الحد من المحسوبية والانسحاب على أساس الهوية ليس حلما، بل هو حالة طوارئ، لأنه ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية، بل هو مستقبل تماسكنا الوطني. يتطلب الخروج من هذه الديناميكية تغييرا جذريا في العقلية وإصلاحا للممارسات، وهذا يتطلب امتحانات تنافسية شفافة للتعيين في الخدمة المدنية والشركات الكبرى، والوعي بأخلاقيات المهنة بدءا من المدارس. إرادة سياسية حيث يمكن لكل شادي بغض النظر عن اسمه أو منطقته أن يأمل في النجاح من خلال عمله. تشاد بلد غني، ولذلك يجب أن يكون هذا الثراء عامل إقصاء وموردا للعيش المشترك. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الممارسة السيئة. De retour sur le plateau après les actus matin. Nous sommes de retour avec Maman Iya Irène. Ce temps nous a permis de recevoir sur le plateau Maman Iya qui est rien d'autre que Nemom Sidoni. Bonjour. Bonjour. Sidoni Lalé. Ça va dire. D'accord. Parle un peu FM sur le plateau, non? Ça fait du bien, non? Voilà. Le Tchad a diverses cultures, plusieurs langues, donc on parle. Ouais. Oui, pour être un bon Tchadien, quelqu'un m'a dit qu'il faut parler au moins 10 langues. Ouais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ouais. Tu es un bon Tchadien. Sinon, tu n'es pas un bon Tchadien. Non, tu n'es pas un bon Tchadien. En tout cas, actuellement, on a juste la nationalité, mais vivre le Tchad en tant que tel, c'est un peu difficile. Il y a quelqu'un qui a dit sur sa page que j'ai tout fait pour aimer le Tchad, mais le Tchad ne m'aime pas. Sidonie, ça va, il y a la forme, le week-end. Ça a été. Ouais. Ah, oui. Ça se sent, hein? On voit comment vous brillez. Tu as fait un peu de sport? Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Faut-il encourager ou bien limiter son usage, surtout dans l'école? L'école primaire, ou bien l'école d'une manière générale. Ah, oui, de l'école primaire jusqu'à l'université. Tout. D'accord. Alors, l'intelligence artificielle transforme profondément l'éducation à travers la génération des textes, des mémoires ou encore la personnalisation des cours dans les recherches, etc. Mais elle soulève aussi beaucoup d'inquiétudes qui sont comme la tricherie, la paresse intellectuelle ou encore
même l'inégalité des enfants, des élèves connectés et les élèves non connectés dans des zones rurales. Surtout dans notre pays où on sait qu'on a ce souci de connexion, ce souci d'électricité. Voilà, c'est difficile. Hein? Alors la question est si on doit faire encourager ou bien limiter dans des écoles, surtout dans un pays comme le Tchad où le système éducatif est encore en reconstruction. Alors l'intelligence artificielle... La reconstruction a commencé. Les politiciens parlent de la refondation, la reconstruction. Donc, en tout cas, on peut espérer parce qu'on a déjà fait une année sans grève. C'est appréciable, donc, n'est-ce pas? Vraiment sur ça. Alors, dans le système éducatif du Tchad, surtout, est-ce qu'on peut encourager ou bien interdire ou limiter même son usage dans des écoles? Bon, ce qui fait à ce que l'intelligence artificielle est beaucoup plus utilisée dans le système éducatif et qu'elle est trop efficace et même rapide, qui favorise vraiment l'apprentissage des élèves. Par exemple, des étudiants ou des élèves qui utilisent des outils d'IA pour des recherches scientifiques, même pour leur soutenance et tout ça. Donc, elle intervient pour favoriser l'apprentissage des élèves. Mais à part ça, elle soulève aussi des risques qui sont d'abord la tricherie, puisque l'intelligence artificielle est venue moderniser même la tricherie. Avant, on peut dire que si on veut tricher, on peut prendre le balistique, les cahiers, autrement. On cachait les choses de nos jours, sur les gifs, tout ça, sur notre on écrivait des choses là-bas. Vraiment, mais de nos jours, l'inquiétude est d'avoir accès à son téléphone et l'accès aussi à la connexion Internet. Et puis, c'est tout. Ça facilite même la tricherie. Parce que, bon, il suffit juste d'attendre la question et puis poser. L'intelligence artificielle génère tout, que ce soit faire genre dissertation ou bien les questions-réponses. Et là, ça facilite vraiment la tricherie. Et ça entraîne aussi la baisse du niveau des élèves. On peut aussi parler de la paresse intellectuelle, telle que, vu qu'elle est trop rapide et efficace pour nous, beaucoup de gens ont préfèrent vite aller et puis demander à l'IA de générer les choses que de penser par lui-même ou bien faire des efforts. Il y a quelqu'un qui vient de dire que l'intelligence artificielle est venue rendre officiel ou bien quoi le système de la tricherie. Vraiment, parce que de nos jours, là, beaucoup modernisé, plus... voilà, c'est ça le mot. Modernisé, oui, parce que de nos jours, ce sont que des élèves dans des zones rurales qui n'ont pas vraiment accès à ces outils pour tricher. Mais beaucoup plus en ville, là, tous les élèves savent que l'intelligence artificielle facilite des choses. Donc, c'est tout le monde qui a même l'application des intelligences artificielles dans leur téléphone. Et ça facilite. Donc, elle est venue même moderniser, comme on venait de dire. D'accord. Alors, ça facilite vraiment la tricherie. Sidonie, est-ce que, selon vous, est-ce que vous êtes pour la limite de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou bien vous êtes pour l'interdiction karma ou bien interdire karma ou utiliser un peu ou bien qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour moi, est que l'objectif n'est pas d'interdire ou bien encourager l'utilisation d'intelligence artificielle dans les écoles, mais plutôt former les élèves à son usage responsable pour qu'ils aient vraiment les accompagner dans leur apprentissage. Parce que déjà, elle facilite aussi l'apprentissage qui vraiment, elle assiste aux élèves de vite même évoluer dans leur parcours scolaire et même des études progressives. Donc, pour interdire, bon, je dirais, non, c'est quand même une technologie de l'ère, on peut dire. Donc, même si on peut les interdire, bon, ces élèves seront surpris un jour si l'intelligence artificielle est déjà à un niveau que tout le monde l'utilise. Donc, l'essentiel est de les former à s'adapter selon l'évolution de l'ère, quoi. Oui, vraiment. Et puis, juste pour faire des recherches, des devoirs, mais pas quand même l'utiliser lors des examens et autres, parce que ça entraîne même déjà... Mais les devoirs, même la font partie des examens, les devoirs de classe, là. On prend le temps pour vous donner le cours, vous venez encore en classe avec le téléphone pour demander à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que le cours que j'ai donné est nul. Bon, beaucoup plus, surtout pour des recherches, pour les TD, les travaux dirigés, là, on peut chercher des sources ou bien pour qu'elles nous assistent à faire ce travail, mais l'utiliser surtout
pour des examens et autres, ça peut entraîner aussi la baisse de niveau. Et l'inégalité aussi entre les élèves connectés et non connectés. Surtout, prenons l'exemple du baccalauréat, peut-être dans des zones rurales, il y aura aussi le taux élevé de la réussite du bac, surtout en ville, parce que ces élèves ont accès aux outils d'intelligence artificielle qui les assistent, donc ils peuvent même facilement obtenir. Mais ceux qui sont dans des zones rurales où ils n'ont même pas accès à ces outils ne peuvent que se contenter sur leur propre intelligence. Donc, l'essentiel est surtout de les former et puis de les apprendre comment l'utiliser pour qu'elle soit vraiment bénéfique à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faudrait également que les enseignants maîtrisent l'utilisation de ces intelligences artificielles aussi. Oui, les enseignants aussi devraient bien orienter les enfants. Oui, les étudiants aussi devraient être formés même à détecter les travaux générés par l'intelligence artificielle. Là, au moins, ils sauront comment, qui est pour détecter les travaux. Si le travail est généré par l'intelligence artificielle, ils peuvent sûrement sanctionner le travail et puis ça peut un peu mieux aussi limiter. Tout à fait. Donc, une question, Irène, si tu permets, une question. Maintenant, en tant qu'enseignant, tu donnes un travail à tes élèves et tu sais que cet élève a généré le texte par l'intelligence artificielle. Disons que ce sont les travaux de la maison. Maintenant, si l'enfant a bien répondu, bon, on sait que c'est l'intelligence artificielle, mais si c'est la bonne réponse que l'enfant a donnée, est-ce que tu vas lui donner la note méritée ou bien tu vas essayer de réduire ou bien qu'est-ce que tu vas faire si c'est moi là, je vais soumettre l'élève là à l'oral. C'est ça. Je prends ta copie là, je mets de côté, je te soumets encore. Reprends-moi ça comme ça. Sans téléphone, sans rien, reproduis-moi. Mais c'est un travail de maison. C'est la meilleure façon de faire. Quand c'est l'intelligence artificielle, là, ça se voit. Oui, ça se voit. Beaucoup plus si l'enseignant peut tu connais le niveau. En tout cas, chaque enseignant connaît le niveau de ses élèves. Il sait que non, ce travail-là, c'est pas l'élève là qui a. Mais maintenant que c'est juste, est-ce que tu vas donner la note méritée ou bien tu vas réduire tes notes? En tout cas, moi, j'ai déjà donné mon avis. Ce qui est bon est que l'enseignant peut juste garder la copie et puis lors des corrections, il peut juste interpeller l'élève que voilà, telle copie, mais vraiment que vous m'avez impressionné. Donc, si vous pouvez nous démontrer ou expliquer tel. Alors, c'est sur ce point-là, si l'élève n'arrive même pas à défendre sa copie, bon, là, l'enseignant peut donner la note qu'il veut déjà. Quand on était au lycée, on a vu des choses comme ça, n'est-ce pas? Des camarades qui donnaient leur sujet surtout les mathématiques. Oui, aux grands frères à la maison. Et puis, ils ont les 14, 15, quand on leur demande d'aller au tableau, traiter l'exercice. Alors là, tout est fini, ils sont bloqués. Surtout la manière dont les élèves utilisent l'intelligence artificielle, ils l'utilisent seulement. Parfois, l'intelligence artificielle génère les textes, mais au lieu de prendre même leur temps de lire ou bien chercher à comprendre et peut-être réécrire à ta façon parce que les réponses sont là et puis tu comprends et puis tu écris à ta façon. Ils prennent juste pour plaquer et puis c'est tout. Même ce qu'ils ont écrit, même pour mériter, il y a certains enseignants qui distribuent les notes, mais ils ne comprennent même pas, même l'élève en question ne comprend pas ce qu'il a dit pour mériter ça. Et là, vraiment, c'est ce qui fait à ce que la baisse de niveau surtout est trop élevée. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et surtout ce mauvais usage qui entraîne tout ça. L'arrivée de l'intelligence artificielle contribue également aux baisses de niveau. Merci beaucoup, Madame Nemem Sidonie, dite Maman Iya, pour l'intelligence artificielle dans l'éducation, la contribution de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Irène, nous allons raccompagner Maman Iya avec le bien-être. Infertilité. Dieu n'est pas gynécologue. Faites confiance et libérez-vous de l'angoisse. Écoutez ce cri du cœur qui vient des profondeurs de ma compassion pour vous. Je vous vois,
Je vois vos combats silencieux, vos espoirs déçus, mois après mois. Cette quête qui consume. Et aujourd'hui, je veux vous crier avec la force de ma conviction. L'infertilité est un diagnostic, pas une malédiction. Agissez en humain, espérez en divin. Arrêtez, je vous en supplie, de vous ronger le cœur avec les ciselements du passé, ces erreurs anciennes, ces infections mal soignées. Oui, je sais combien d'hommes souffrent en silence de ces taux qui les hantent, ne sont pas un verdict. L'utérus n'est pas un tribunal, le sperme n'est pas un verdict. Votre valeur est une évidence, pas un diagnostic. Relâchez ce poids à la société, à nos familles, à nos proches maladroits. Je lance cet appel solennel. Assez de stigmatiser ces foyers en quête d'enfants. Assez des regards qui jugent et des questions qui blessent. Votre cœur n'est pas un laboratoire. Laissez-y battre l'espérance, pas l'obsession. Comprenez la nature de votre combat. Pour certains, le blocage est dans le corps, utérus, trompe, spermatozoïde qui peine. Pour d'autres, il est plus profond. Votre angoisse est une cage, la confiance, une clé. Peut-être votre infertilité porte-t-elle une robe mentale ou spirituelle. La science soigne ce qu'elle voit, l'âme guérit ce qu'elle croit. Ne confondez pas leur territoire. À vous, chères dames, levez la tête, cherchez la paix, soyez heureuses. Je vous le dis avec tendresse, le chemin vers la vie ne se force pas, il s'accueille. Agissez, mais laissez couler le flux, respirez. À vous, hommes courageux, je vois votre honte face aux résultats, ces infections du passé qui vous poursuivent. Votre virilité ne se mesure pas à un taux. Arrêtez de harceler le ciel. Votre angoisse obstrue plus que vos trompes. À vous tous, couple uni dans l'épreuve. Laissez Dieu être Dieu. Confier son désir au ciel, ce n'est pas renoncer. C'est refuser que l'angoisse envole l'essence. Faites votre chemin sans la tyrannie du résultat. Dieu ne prescrit pas de protocole, mais il écrit des miracles dans l'inattendu. Lâchez ce que vous ne contrôlez pas. Aujourd'hui, je célèbre votre bravoure. Vous, guerriers de l'espoir, qui affrontez traitement et regard, votre quête est sacrée, même si elle mène ailleurs. Ne laissez personne, je dis bien, personne vous dire que vous valez moins. Lâchez le passé, libérez la cage de l'angoisse. Vous êtes complet, aimé, digne, que votre lumière brille avec ou sans enfant dans vos bras, avec toute mon admiration. Soyez fiers, Dieu vous aide. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Nous revenons donc sur le plateau. Laetitia, l'infertilité n'est pas ton identité. Ouais. Dieu n'est pas un gynécologue. La partie là me dépasse. En tout cas, c'est le professeur qui a parlé et puis on prend note, reste à savoir, chacun de nous prend ce qu'il y a pour son exercice. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous prenons le jingle des ressources humaines. De retour sur le plateau, bonjour et bienvenue Monsieur Sianka. Bonjour madame. Monsieur Clément Sianka, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous essayez de prononcer... Amounda. D'accord. J'ai bien prononcé le soir. Ah non, Sianka. non. Ah, comment vous me décevez comme ça encore? Non, mon père risque de se retourner dans sa tombe. Oh là si là. c'était ça. Bon là, je reviens à Sianka. Oui, je pense que c'est plus ça. Clément, c'est mieux. Oui, pour vous, Clément serait mieux. Ok. D'autres peuvent encore essayer, mais bon. Nous sommes lundi aujourd'hui. Juste un petit rappel. Et que vous êtes bien coiffé, nappé, ou je sais pas quoi, et tout. Merci Bon. beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir des compliments en direct. Ah, c'est ça qu'on appelle compliment là, hein? Oui. Ah, je savais pas. Cher chroniqueur, Bon, moi, Clément je Sianka. faisais une appréciation. Je savais pas que c'était un complément. Ah, d'accord. Ou un compliment. Non, je savais pas. Ça, Ok. Bon,
Avec vous, on va continuer avec le sujet qui a été abordé le vendredi passé. Mais avant cela, il y a une question qui était restée. Oui. Le vendredi passé, on a parlé du stage. Et puis, il y avait une question à la dernière minute. Le temps ne nous a pas permis de répondre à cette question. On avait dit qu'il y a des stages qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Or, ce n'est pas normal qu'un stage puisse durer autant. On a posé la question de savoir est-ce que c'est possible de saisir la justice ou bien de porter plainte. Voilà. Donc, on commence par cette question et puis on va continuer la suite du stage. C'est vrai que la question peut être posée, mais en réalité, elle est complexe. C'est facile de croire qu'on peut répondre à cette question simplement, mais juridiquement, il va être très compliqué pour un stagiaire de porter son sujet ou sa durée de stage devant l'inspection de travail ou devant un juge de travail. Je pense que ça va être bien compliqué. Pourquoi? Parce que le stage, d'abord c'est d'accord parti. Vous devez vous entendre sur le stage. Si vous avez fait 3 mois de stage, c'est ce qu'on a convenu. Et que finalement, le stage est renouvelé une fois, ça fait 3 autres mois. Donc, vous êtes à 6 mois. Si vous êtes à 6 mois de stage et qu'à la fin de ces 6 mois, il n'y a aucun papier qui vous dit vous devez continuer le stage. Et si vous continuez, la responsabilité, pour moi, elle est partagée. Donc, mais principalement, très logiquement, l'institution qui vous accueille comme stagiaire doit être capable de vous dire non, le stage est fini, vous ne pouvez plus. En ce moment, nous n'avons pas de poste, nous ne pourrions pas continuer le stage. Ça s'arrête là. Maintenant, si vous avez, et ça malheureusement c'est ce qui se passe, les 2 ans ou les 3 ans, formellement, il n'y a aucun écrit. Les gens sont là, sont appelés stagiaires, mais sur le fond, il n'y a rien qui atteste dans l'administration que la personne est en stage. Et c'est ça la difficulté. Je pense que aller porter le sujet de cette manière devant l'inspection de travail, l'inspection risque de dire, est-ce que vous avez un papier? Si vous n'avez pas un papier, ça va être légèrement compliqué. Cela ne dédouane pas la responsabilité aussi bien du stagiaire que de ceux qui accueillent, de mon point de vue. Mais il n'est pas judicieux, de mon point de vue, de porter l'affaire devant l'inspection de travail. Peut-être c'est d'interpeller le RH chez vous-même, là où vous êtes censé être en stage. Je dis censé parce qu'en principe, 6 mois, c'est bon, mais plus, ça pose un problème. Sauf si c'est quelque chose qu'on vous permet d'avoir comme un stage pré-emploi. Et même si c'est un stage pré-emploi, j'avoue que sérieusement, ça ne se justifie pas d'avoir beaucoup de temps de stage et en même temps se plaindre. Je crois que vous avez la liberté de ne pas venir parce que le stage est fini. Maintenant, si vous continuez à venir, je ne sais pas. Je ne crois pas que ça peut aboutir à une telle demande. Mais la plus importante chose, c'est vraiment, comme je disais au départ, c'est le consentement. Quand vous avez un stagiaire, l'entreprise se prépare à vous accueillir, le stagiaire se prépare à rentrer dans l'entreprise. Mais si vous avez fini la période, il vaut mieux vous séparer simplement. Malheureusement, et ça c'est beaucoup d'entreprises qui exploitent la naïveté, qui exploitent le chômage, qui exploitent beaucoup de situations des stagiaires et qui continuent par les faire travailler. Dans l'espoir que ça va se régulariser, Mais maintenant, supposons que vous n'avez aucun papier montrant que vous êtes en stage et pourtant on vous a donné des responsabilités pendant la période de stage, ça peut poser un autre problème pour l'employeur. Ça signifie que le contrat, on l'avait déjà parlé ici, le contrat n'est pas forcément écrit.
Oui. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le contrat qui est légalement exigé pour que ce soit écrit, c'est le contrat à durée déterminée. Si on le demande pour que ce soit écrit, simplement c'est pour éviter qu'on ne sache pas à quel moment ce contrat prend fin. Puisque le contrat à durée déterminée, c'est de date à date. Maintenant, le contrat à durée indéterminée, il n'y a pas une obligation de l'avoir écrit. Et donc, à ce moment-là, si l'employeur, si celui qui accueille un stage, après les 6 mois, a commencé par responsabiliser et que le stagiaire arrive à prouver qu'il est établi après la période de stage une relation hiérarchique, parce que le travail peut se prouver de plusieurs manières. Donc, s'il arrivait à avoir la possibilité de prouver que lui, finalement, il n'est pas stagiaire, mais il a des essais de responsabilité que voici, ça peut tourner autrement. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de tact, comme dans tous les sujets de ressources humaines. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais il faut être très, 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 très fin stratège pour arriver sur des situations que pour un élément supplémentaire ou une action supplémentaire, ça change la nature de la chose. Vous pouvez passer de stagiaire à travailleur parce que finalement, l'employeur vous a intégré dans son organigramme, par exemple, vous a donné des tâches comme si vous étiez un employé normal avec des choses à faire, rendre compte, machin, et tout. Vous appartenez à une hiérarchie. Là, ça va changer complètement la nature de la chose. Vous pouvez être amené à être pris comme non-stagiaire, mais l'inspecteur risque de requalifier ça comme du travail. Et ça, c'est la difficulté. D'accord. Maintenant, c'est vrai que ça demande à ce que, voilà, on puisse sensibiliser. Pour que le problème du RH, souvent, c'est ça, c'est qu'il y a trop de non-dits. Vous ne pouvez pas faire un travail administratif, surtout comme celui de la gestion des gens, avec des non-dits. Ça n'aide souvent pas les choses. Maintenant, on avait d'autres aspects. Je ne sais pas si ça répond à la question sur le sujet. On avait des autres aspects sur lesquels je voudrais insister avant de passer. C'était que le stage est une période, je l'insiste, d'apprentissage. On apprend 3 choses. On apprend le métier, on apprend l'entreprise. Et quand on a appris les 2 choses pour moi qui sont importantes, ça veut dire que vous avez la catégorie de stage académique, stage professionnel et le stage d'entreprise. Si vous avez ces 3 catégories, c'est important de vous situer et même dans le délai, comme je le disais. Maintenant, les autres aspects qui me paraissent importants de revenir dessus, c'est le comportement des stagiaires. Je vais être très honnête, comme si je ne l'étais pas, mais ça me paraît important de revenir là-dessus. Souvent, ce qui pose des problèmes, on l'avait effleuré la dernière fois, c'est que si vous êtes professionnel pendant votre période de stage, ça peut ouvrir les portes. Ouais. Donc ça, c'est le côté positif. Mais il y a le côté négatif. Comme d'ailleurs, lorsque vous êtes la première fois au boulot en contact avec les autres, si vous êtes nouvellement dans une institution, votre comportement négatif va vous nuire. Quels sont ces comportements négatifs? Surtout pour les stagiaires. Puisque vous êtes stagiaire et si vous n'avez pas un bon encadrement, vous avez parfois un comportement qui n'est pas un comportement professionnel. Quels sont ces comportements? Je ne mets pas en ordre de priorité, mais je mets par exemple l'habillement. Un stagiaire doit faire attention à son habit, à ses vêtements, à son accoutrement. Il doit vraiment, il ou elle, doit faire attention à ça. Faire en sorte que la personne soit invisible. Quand on dit invisible, ça veut dire qu'on vous ne remarque pas pour l'excès ni pour l'insuffisance. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas mal habillé,
mais vous n'êtes pas extravagant non plus. Et donc, quand c'est comme ça, ça rend professionnel la chose. Mais les stagiaires, bien souvent, ont tendance à vouloir se montrer. Voilà, vouloir se montrer, surtout les filles. J'ai pas voulu je le dire de cette manière. Nous, je voilà, donc ça pose souvent des problèmes. Oui. Et parfois, justement, c'est que elles font, je dis elles font ça pour peut-être attirer l'attention et faire en sorte que, et après se plaindre que que des queues. Voilà, et donc ça c'est vraiment le problème qui nuit les stages bien souvent. J'ai vu des stagiaires qui viennent au boulot avec des robes de soirée. J'ai vu ça, robes de soirée, en pleine journée, donc, dans une entreprise. Avec un habit collé comme ça sur le corps, en train de Non, mais c'est justement ce comportement négatif que je mets en exergue pour que, quand vous êtes stagiaire, faites en sorte que vous soyez invisible. Vous soyez simplement comme un décor, sans qu'on ne sache, vous êtes là, parce que si vous êtes là, ça peut être que vous avez exagéré ou que vous avez vraiment, voilà, vous êtes à la traîne complètement. Donc c'est vraiment important, simplement être propre, c'est important, être bien habillé. Être bien habillé pour les hommes comme pour les femmes, on a des codes vestimentaires quand même qui est connu. Donc à ce moment-là, pour les garçons, ce n'est pas la peine d'avoir des pantalons, je ne sais pas comment, des t-shirts, je ne sais pas comment, une coiffure, je ne sais pas comment, et tout ça, ça pose un problème lorsque vous êtes stagiaire. D'accord. Ça pose vraiment un problème. Et pour les filles, on a déjà suffisamment parlé, c'est même plus la peine. Et il y en a qui s'habillent, on dirait, ils sont en train d'aller au champ, je ne sais pas moi. Mais vraiment bizarre. Mais c'est là le mauvais côté. Bizarre. Ça, c'est le mauvais côté. Donc, ça, c'est le côté. La deuxième chose qui est importante pour un stagiaire, comme mauvais comportement, c'est que lorsque vous n'avez rien à faire, on vous observe. On ne vous a pas donné du travail à faire. Votre superviseur ne vous a pas donné un travail à faire. Mais pendant cette période, un bon superviseur vous observe. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Si votre temps libre, vous prenez le téléphone, vous commencez par des choses, le TikTok. ça posera forcément un problème. Ou si vous êtes en train de causer avec un autre collaborateur, ça posera un problème. Pendant cette période, la période du fait qu'on ne vous a pas donné du travail, on ne vous a pas instruit de faire quelque chose, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de rentrer dans les archives. La meilleure. Prenez un chrono. À connaître. Voilà, prenez un chrono, puisque si vous êtes dans une entreprise, il y a forcément, prenez les lettres, les départs, les lettres arrivées pour que vous voyez comment est-ce que l'entreprise réagit. Prenez, si vous êtes comptable, allez-y dans les archives comptables et voyez comment les enregistrements sont faits, comment est-ce qu'on traite, comment est-ce que. Là même, on ne vous a rien donné comme travail. Mais on voit bien que vous êtes intéressé à connaître davantage. Et ça, c'est quelque chose d'important que, voilà, de papoter. Le temps de papoter viendra pendant la pause. Vous aurez le temps. Le téléphone, pareil. Je crois que la dernière fois, je disais, c'est mieux même de fermer son téléphone. Si vous êtes stagiaire. Ce n'est pas, je dis c'est mieux, non pas comme si c'est une obligation. Mais si vous sentez que vous n'allez pas résister, vaut mieux éteindre le téléphone et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes concentré. Maintenant, ce n'est pas forcément la bonne chose parce que éteindre le téléphone, si jamais il y a un cas social, il y a quelque chose qu'on vous cherche, ça peut poser un problème. Mais maîtrisez l'utilisation. Savoir gérer son téléphone. Maîtrisez l'utilisation de votre téléphone. Donc ça, pour moi, les deux choses feront que les gens vous regarderont comme une personne responsable. Après, l'autre chose, la troisième, je crois que le temps coule, mais la troisième chose, posez beaucoup de questions. Un stagiaire qui ne pose pas de questions, on se demande s'il est vraiment intéressé. Vous devez poser la question sur tout. Votre centre d'observation vous amène à questionner ceux qui sont. Ils vont être, soyez même la personne qui embête pour les questions. J'exagère. Mais si vous le faites,
Je pense, oui. Ouais, il y a certains chefs, hein, quand tu poses trop de questions, ils se disent que tu es en train de guetter leur place. Ils te trouvent de trop curieux. Moi, j'ai vu même des chefs qualifier plusieurs fois des stagiaires à des curieux et des curieuses, que c'est ma place que vous êtes en train de guetter. Alors, face à ces genres de chefs ou bien de responsables, est-ce que toi, le stagiaire, tu dois continuer à garder le silence ou bien tu dois continuer à lui poser des questions pour savoir plus? C'est un peu plus compliqué que ça. En matière de ressources humaines, c'est que chaque personne est un cas à part. Ah. Donc, si vous rencontrez un chef qui a peur de sa place, naturellement, vous devez réagir si vous arrivez à identifier que lui, il a peur de vous parce qu'il craint pour sa place, mais vous devez gérer ça. Poser des questions, mais en lui donnant confiance. Et là, c'est vous qui devez être capable de transformer. Je me rappelle, malheureusement, ça me sort un souvenir sur ce sujet-là. Je crois que ça devait être en 91. Bon, peut-être pour certaines personnes. En 91, c'est pas grave. Parce que, en 91, j'étais nouveau dans une institution. Ouais. Et le chef se disait connaître l'informatique. Mais vraiment, au départ, voilà, c'était très réservé et tout. À chaque fois que j'avais des problèmes sur ma machine, quand je l'appelais pour venir essayer d'arranger, il faisait de telle sorte que je ne vois pas comment il fait le clavier. Parce que justement, il a peur que je sache le faire et que ça lui pose un problème. Mais néanmoins, quand je l'ai su que finalement, il cherche à protéger ça, je ne me concentre pas sur le clavier. Je me concentre sur ce qu'il écrit, puisque l'écran, au moins, il ne peut pas le cacher. Donc, à ce moment, j'ai appris par lui, non pas sur le clavier, parce qu'il croit que je suis un danger pour lui, mais l'écran, j'ai appris quand même comment, sur tel sujet, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, je pense qu'il faut s'adapter à la chose. Après, c'est vraiment le meilleur arme pour un stagiaire, c'est la curiosité. Si vous êtes curieux, vous allez, et très logiquement, un bon encadreur va plutôt encourager le stagiaire curieux. Parce que le stagiaire va leur poser des questions comme une personne externe qui vient d'arriver et va vous questionner sur des choses que vous avez l'habitude de faire, mais vous allez vous rendre compte que, waouh, on faisait comme ça, mais en réalité, on aurait dû faire autrement. Et ça, c'est la plus-value. Et quand quelqu'un le détecte en vous, wow, vous avez apporté une plus-value. Et très logiquement, on encourage votre recrutement. Vivement que ce genre de responsables et encadreurs puissent être nombreux dans les entreprises pour aider les stagiaires, parce que c'est très important. Les stagiaires souffrent, surtout ceux qui se disent aînés, ceux qui se disent anciens. En tout cas, je me réserve de tout dire. Je préfère garder. Merci à M. Clément Sienka. Merci. On espère que les stagiaires ont pris bonne note. Hein. Voilà, nous tous d'ailleurs. Oui, c'était pour votre bien-être. Hein. Voilà. Tout ce qu'on a dit ici, là. On n'est pas contre les stagiaires. Donc, voilà. Merci et puis on donne rendez-vous vendredi. On va vous accompagner avec une capsule. Merci. L'enfant a le droit d'être inscrit à l'école. Il a le droit d'avoir un abri où dormir. Le droit d'avoir à manger. Et mon souhait le plus cher, c'est que chaque personne, chaque famille se soucie des enfants. Qu'il puisse s'assurer à ce que l'enfant ne manque de rien. Qu'il puisse s'assurer à ce que l'enfant lui-même soit épanoui dans sa famille et partout où il va. La journée de l'enfant africain, c'est une journée dédiée pour les enfants. Pour moi, mon souhait est que les enfants aient leurs droits. Les parents doivent s'assurer que les enfants se portent bien. Ils doivent s'assurer que les enfants aient le droit à l'éducation. Ils doivent s'assurer que les enfants se portent en bonne santé. Mon souhait pour les enfants du Tchad, c'est d'abord de connaître Dieu. De connaître Dieu et savoir que malgré les nombreux défis auxquels ils font face, Dieu est là pour eux et que Dieu peut les aider à pouvoir s'en sortir. Mon souhait
pour les enfants du Tchad est d'arracher les enfants qui sont encore au monde. Parce que nous avons célébré ça. Chaque enfant doit avoir une considération à travers son prochain, d'aimer son prochain et avoir l'esprit de cohabitation pacifique pour le bien vivre ensemble. Mon souhait pour les enfants, surtout au Tchad, que c'est dans les enfants qui sont en train de naître, qui naissent avec une paix intérieure que Christ nous transmet, et que cette paix-là impacte le monde qui ne connaît pas encore la paix et qui puisse être une paix durable et qu'il y ait un changement dans ce pays. Pour un souhait aussi pour les enfants du monde entier, que la paix ne soit pas seulement une parole, mais ça soit un acte qui vient du cœur pour que ces enfants-là puissent grandir dans la paix. Et je crois que c'est ça l'avenir de demain pour les enfants et l'avenir du monde, pour un succès meilleur. Notre souhait pour les enfants, lors n'est-ce pas, de cette célébration, nous voudrons que les enfants puissent participer à toutes les activités. Il y a, quand les enfants se retrouvent tous ensemble comme ça, c'est un cadre, n'est-ce pas, de brassage. C'est un cadre, n'est-ce pas, de détente. C'est un cadre, n'est-ce pas, de formation. Les enfants doivent, n'est-ce pas, être à l'école et ne, n'est-ce pas, laisser, n'est-ce pas, au quartier. Que tous les enfants aient droit à l'éducation, qu'ils aient le droit d'avoir la liberté et de s'exprimer comme les autres. Que les enfants ne soient pas réprimés, qu'ils soient libres de faire ce que les autres enfants font aussi. Et qu'ils aient la chance d'aller à l'école, de fréquenter comme les autres, de réaliser leurs projets et d'aimer et de servir Dieu comme les autres le font. Tout d'abord, pour moi, mon cher, pour les enfants du monde, la seule chose que j'aimerais que les enfants du monde sachent est que Dieu est toujours là pour eux, pour répondre à leurs besoins, et qu'ils sachent que partout où ils seront, Dieu sera toujours avec eux. Ce est que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne de quoi manger, que le Seigneur vous aide à grandir comme nous faisons maintenant, et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. La semaine de l'enfant, c'est une semaine de droit de l'enfant, dont l'enfant doit bénéficier de tout. Il a le droit d'aller à l'hôpital, le droit de faire le va-et-vient, le droit d'aller à l'église et le droit de faire tout ce qu'il veut. Pour moi, en particulier, mon souhait pour les enfants du Tchad est que chaque enfant doit avoir le droit de liberté. Aucun enfant n'a le droit d'être maltraité ou encore d'être tabassé par sa maman ou encore par ses parents. Tout enfant a le droit à l'éducation et aussi je peux ajouter que tout enfant a le droit aussi de choisir le métier qu'il veut. Les enfants est ce qu'on appelle. Voilà, cette capsule, c'était donc pour annoncer la présence des enfants sur le plateau ce matin, Laetitia. Nous avons le plaisir de recevoir des enfants, pas n'importe quel enfant, mais des jumeaux, des faux jumeaux sur ce plateau. Bonjour mes amis. Bonjour. Jim Amnodi, privilège. Ça va bien? Ça va bien, merci. D'accord. Nous avons également Allégresse. Bonjour et bienvenue. Merci. Tu vas bien? Oui. Ça va très bien? Oui. D'accord. Faites relax, hein? Allégresse, ça va? Ça va. Privilège, ça va aussi? Ça va bien. Ok, vous allez faire l'effort de parler un peu. Haute voix. Voilà. À la taille intelligible voix. À la taille de votre micro. D'accord. Allégresse, c'est la grande sœur, c'est ça? Vous êtes des faux jumeaux. C'est Allégresse qui est la grande sœur. C'est ça, Allégresse? Oui. D'accord. Vous venez de l'école Nouvelle Génération Plus. Vous êtes en classe de CM2. Vous passez pour la 6e. C'est ça? Oui. Toujours ensemble. Toujours ensemble. D'accord. Dis-moi, Allégresse, comment tu as trouvé l'année qui s'est écoulée là? Comment ça s'est passé? L'année s'était bien passée. Nos maîtres nous enseignaient bien. Ils nous désignaient tous les jours au tableau. Ah oui, tu aimes aller au tableau? Oui. Hein? Tu n'as pas peur d'aller au tableau? Non? D'accord. Et privilège? Qu'est-ce que tu as aimé
pendant cette année qui vient de s'écouler là, qu'est-ce que tu as aimé? Cette année, moi, j'aime que le maître nous a bien enseigné et que toutes les élèves font passer pour la classe supérieure. Bon, Larissia, je vois que les enfants sont un peu stressés. Est-ce que vous avez une citation ou bien un chant? Une récitation. On va bouger un peu. Bouger un peu. Allez, c'est quelle école vous faites et puis il n'y a pas de récitation là? Vous êtes sûr? Pardon, il faut nous chanter ou bien une récitation. Chant ou récitation? Récitation. Allons-y alors, il faut faire récitation et puis... Ah, vas-y, on écoute ma chérie. Vas-y. Tu te rapproches du micro, tu regardes ta caméra et puis tu fais ta récitation. Voilà. Récitation. L'alcool, je suis l'alcool à la couleur d'une eau filtrée. Je suis le vin à la couleur de ton sang. Je suis la bière dans une bouteille admirable. Bois-moi et tu seras capable de tout. Des accidents de circulation. Oui, c'est moi la cause. Des meurtres, des blessures, des enfants abandonnés, mal nourris, non sclérosés. C'est mon travail. Moi, l'alcool, je ne suis pas n'importe qui. Celui qui achète sa propre mort. J'existe et je provoque les divisions. Je donne la joie suivie de la tristesse. Je donne la force suivie de la faiblesse. Waouh, tu as vu, non? On applaudit pour Allégresse. Maintenant, on est à l'aise, non? On fait comme si on était en classe comme ça. Hein? Allégresse? On fait comme si on était en classe. Alors, toi, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de devenir médecin pour sauver des vies. Surtout que tu viens de faire une très belle récitation pour parler des conséquences de l'alcool. Voilà, peut-être sur la santé. Et puis, toi-même, tu veux devenir docteur, médecin pour nous soigner. Mais là, ça, c'est une très bonne chose. Et il faut dire que Irène et moi, nous tombons souvent malades. Donc, il faut faire vite. Il faut courir vite. Et puis, tu vas venir, tu vas nous sauver la vie. Quand on sera en retraite, là, tu vas nous soigner. Et tu connais le rôle du médecin, du docteur? Il travaille beaucoup. Oui. On ne dort pas à la maison. On ne dort pas à la maison. Le téléphone est ouvert à tout moment. On t'appelle chaque jour, tel patient est malade. Tu t'es préparé à ça? Il y a des calculs dessus aussi. Hein? Des calculs dessus aussi. Donc, toi, c'est les calculs, tu veux fuir. Il dit, il y a des calculs qui te suivent. D'accord. Et notre ami Dim Amnodi, toi, c'est quoi ton rêve, s'il te plaît? Mon rêve, c'est de suivre mon père. Ah, ton père. Bon, dis-nous, qui est ton père? Son nom, prénom, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, toi, ton rêve, c'est de suivre ton papa. Explique-nous un peu. Qui est ton papa? Mon père s'appelle John Mojo Olivier Sylvestre. Il travaille dans CNPC. Il est... Comment on peut dire? Dans la compagnie chinoise, là. Oui. Il fait dans le pétrole. C'est quoi sa spécialité? Électricien. Mécanicien électrique. Comment on appelle ça? Électromécanicien. En tout cas, hein. Voilà. D'accord. En tout cas, on a beaucoup de câbles, on a beaucoup de fils. On crie toujours au problème d'électricité par-ci, par-là. En tout cas, Irène, on a déjà quelqu'un qui va venir à la République nous gérer ce problème-là. On a beaucoup de problèmes d'électricité. Il faut bien te préparer. Il y a l'incendie chaque jour. Il y a les voitures qui sont en panne tout le temps avec la saison pluvieuse qui commence. Les motos également qui vont refuser de se démarrer le matin. En tout cas, on t'attend vivement. Notre technicien là. D'accord. Nous sommes sur le plateau avec Allégresse et Privilège. Il faut noter que ce sont des jumeaux qui nous accompagnent ce matin sur ce plateau. Irène, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de recevoir des jumeaux ce matin. Comment vous vous entendez? La complicité. La complicité. Bien. Bien? Tu aimes bien ton petit frère? Oui. Mais quand on vous voit là, on a l'air que c'est Privilège qui est le grand frère. Quand vous partez quelque part là, on pense que c'est lui le grand frère. Mais est-ce que Privilège accepte que c'est Allégresse la grande sœur aussi? Non. Il refuse, non? Privilège, pourquoi tu refuses? Hein? Parce que vous êtes nés le même jour, la même heure. Heure différente. Heure différente. Tu n'acceptes pas qu'elle est grande sœur parce que toi tu es garçon. Parce que vous les garçons là, vous voulez être toujours au-dessus des filles là. Tu vois comment Allégresse répond c'est ça non? En tout cas c'est ta grande sœur.
Donc, il faut la respecter. Ouais. Un mot à papa, un mot à maman, à tous vos amis qui vous suivent ce matin. Comment est-ce que vous leur dites que vous êtes passé sur e-matin, sur la chaîne citoyenne qui est Electron? Est-ce que vous avez un mot pour eux, Allégresse? On est très heureux de vous voir, nos amis qui nous suivent. Donc, on est très heureux qu'ils nous suivent. Ouais, et un mot à papa, à maman. Tu regardes ta caméra. Voilà. Bonjour. Et tu as Tu quelque dis chose quoi à leur papa? dire? Tu dis quoi à maman? C'est si Bonjour, ils sont en train de papa. vous regarder. ce Bonjour matin. maman. Nous sommes très heureux que vous nous suivez en direct de l'Electron. Merci beaucoup. Et privilège? Un mot aux amis avec qui tu joues au foot? Est-ce qu'il aime le Papa, foot? Non? maman? Tu aimes le foot? Je suis un footballeur, mais pas beaucoup. Donc certainement il a une équipe et tu as un mot pour eux. Bonjour, salut tous les spectateurs qui nous regardent. Et que je vous invite à venir à Electron TV pour tendre et pour vous relaxer parce que C'est ils ont un bon, peu non? peur, C'est bon, non, le plateau là. Et celle-là, là, tu as envie de quitter. On peut rester causer jusqu'à... Non, mais sauf que tu ne veux pas faire récitation, le chat, on va faire comme ça. Oui, à papa et à maman, tu dis quoi? À papa et maman, je dis merci pour nous avoir amenés dans ce plateau pour nous de savoir toutes les bien-être de la République. D'accord. Est-ce que, comme je le disais tantôt, Larissia, vous venez de l'école Nouvelle Génération Plus, vous avez un message à l'endroit du directeur ou bien de vos enseignants, un de vos enseignants qui vous a marqué, un message? Oui, Allégresse. Mon maître s'appelle Monsieur Noël. Il nous enseigne bien. Et cela nous plaise aussi. Il nous désigne tous les jours au tableau. Apparemment, toi, tu aimes être au tableau. Hein? Oui. Ça te fait du bien d'être de temps en temps au tableau, Oui, et en on train est de avec traiter des exercices. Oui, et on est avec nos amis. À la récréation, on joue. D'accord. Privilège. Tu n'as pas un mot à l'endroit de ton enseignant. Vous êtes dans la même classe ou bien séparés? Non, séparés. Séparés. D'accord. C'est qui ton enseignant? Mon enseignant, mon ami s'appelle Rodrigue. Rodrigue, c'est l'essentiel, on retient ça. Il dit que c'est un Munda, il s'appelle Rodrigue, d'accord? On retient Rodrigue. Ok, tu lui dis quoi, monsieur Je Rodrigue? lui dis merci pour tout ce qu'il nous a enseigné durant cette année et que nous passons dans de très bonnes conditions dans nos salles supérieures et que nous nous amène tous les jours au tableau, c'est de nous aider à avoir l'intelligence de la notre. D'accord, il lui met 2 petites minutes. On va vous demander, dans votre établissement, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous aimeriez qu'on puisse changer ça? Y a-t-il quelque chose que vous avez remarqué qui ne vous plaît pas et que vous voulez qu'on... Il n'y en a pas? Tout va bien? Oui. Tout va bien? Oui. D'accord, ok. Larissia, je pense qu'on est arrivé à la fin avec... les jumeaux. Privilège et allégresse. Sur la page Facebook, il y a Vidal qui dit bonjour, à qui nous disons bonjour. Et également à l'homme Vidalo, merci beaucoup d'être passé. Merci à Privilège, merci à Allégresse. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances. Merci. Voilà, donc on va se dire au revoir, n'est-ce pas? Oui. Et puis à très bientôt. Nous revoir en 6e. En 6e. Voilà. Beaucoup de choses à papa et à maman. Larissia. Ouais. C'est fini. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, c'est fini. C'est Tiga, c'est Ndori. On va dire merci à Minga Noudidine à l'œuvre pour la réalisation. Avec notre ingénieur de son Salmon Bekandé, Riabé à la diffusion aussi. Merci. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe de production. On n'oublie pas la grande régisseuse Jamit Kodimadi, voilà, qui coordonne tout. Merci beaucoup. Et puis, on va se donner rendez-vous le mercredi de 7h30. D'ici là, portez-vous bien et allez, bye bye. Au revoir.